Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Yann Mongaburu, président du SMTC, vice-président de la métropole en charge des déplacements. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Vision ambitieuse de 2 milliards pour ses partisans, 2 milliards d'euros. Catalogue de bonnes intentions pour ses opposants. Le plan de déplacement urbain, le PDU, est en cours de validation pour notre métropole. Un périphérique autour de l'agglo, un RER ferroviaire, la disparition des voitures diesel, plus de vélos et plus de marche à pied. Qu'est-ce que ce grand projet à l'échéance 2030 ? Est-ce réaliste ? Est-ce dogmatique ? Question posée cette semaine à Yann Mongaburu, président donc du SMTC, également conseiller municipal écologiste à Grenoble. Le SMTC, on le répète, c'est l'institution organisatrice des transports en commun dans notre métropole, des transports même en général, qui confie la gestion opérationnelle à la CEMITAG. Voilà pour le partage des rôles, on ne le répétera jamais assez. L'enquête publique sur le PDU, ce fameux plan de déplacement urbain, qui est porté par le SMTC, c'est en fait un grand projet d'organisation de nos mobilités d'ici à 2030, c'est ça ? C'est ça. Un travail qu'on a engagé en octobre 2016 pour à la fois planifier nos déplacements, c'est-à-dire imaginer comment on veut se déplacer en 2030, mais aussi et surtout programmer toutes les actions qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. C'est quoi les grands objectifs qui ont été fixés à la fois par le comité syndical à l'unanimité et par un panel citoyen qui a travaillé en amont sur la façon de concevoir les déplacements à l'avenir. Les grands objectifs, c'est d'abord d'avoir une possibilité de se libérer de la pollution et des énergies fossiles. Parce que tout le monde a pris conscience de l'enjeu qu'il y a en termes de qualité de l'air, en termes de santé pour tous. Tout le monde prend aussi conscience de l'enjeu climatique. Après l'été qu'on vient de vivre, c'est cruellement d'actualité. Le besoin que nous arrivions à être à la hauteur de nos responsabilités collectives. Et nous avons toutes les ressources dans le territoire pour y parvenir. Le deuxième enjeu majeur qu'on a positionné, c'est celui de garantir le droit à la mobilité pour tous. La liberté de déplacement, nous devons l'imaginer avec un cocktail de solutions qui permettent de mieux se déplacer demain, évidemment autrement que ce qu'on le fait aujourd'hui. Et puis une volonté qui est de penser large. Nos déplacements, ils ne se limitent pas aux frontières communales, ils ne se limitent même pas au ressort territorial du syndicat mixte des transports en commun ou de la métropole grenobloise. Ils se pensent dans un bassin qui nous dépasse largement. Et donc toute la conception, toute l'élaboration de ce plan de déplacement urbain, nous l'avons travaillé évidemment avec les territoires voisins. Je pense au Grésivaudan, je pense au Voironnais, je pense au Trièves, je pense aux parcs naturels qui nous entourent, je pense évidemment à la région, au département et à l'État qui ont été avec nous, à nos côtés pendant 2 ans pour organiser cette programmation de comment nous allons réussir la transition. Donc ça, c'est les grands enjeux. On a bien compris et je crois que tout le monde peut les partager. Il y a après les actions qui permettent d'atteindre ces objectifs, vous le disiez. En gros, ce PDU, il a pour objectif de rééquilibrer les modes de déplacement, on est d'accord ? Il a pour objectif que nous puissions avoir un nouveau rapport à la voiture. Alors vous le dites comme ça, certains disent qu'ils veulent impérativement faire reculer la place de la voiture. C'est pas une question d'impératif. Et d'ailleurs, le résultat des simulations, c'est moins 6% de kilomètres parcourus dans le territoire en véhicule individuel. Il faut redonner à la voiture sa juste place. Et il y a des déplacements sur lesquels les voitures sont nécessaires et seront nécessaires en 2030. Et il y a des déplacements sur lesquels il y a d'autres solutions de mobilité qui existent aujourd'hui ou qui sont à créer pour qu'on soit moins dépendant de la voiture individuelle. Et parce que la voiture individuelle, elle aura toujours sa place, il faut penser justement son stationnement, plutôt en bout de transport en commun qu'au cœur de la métropole grenobloise. Il faut penser la transition énergétique de ces véhicules. C'est bien parce que nous aurons besoin de voitures à l'avenir qu'il faut engager aussi la transition énergétique des véhicules. Bon, vous avez quand même vu le dernier rapport de l'Observatoire des déplacements. Il y a toujours une très forte présence de la voiture. 350 000 véhicules qui rentrent chaque jour dans Grenoble. On ne peut pas dire pour l'instant que le message que vous portez pourtant depuis plusieurs années est vraiment matché, est vraiment marqué les esprits. C'est très intéressant. Les chiffres, l'Observatoire des déplacements, pour ceux qui nous écoutent, c'est un observatoire que l'on partage à l'échelle de tout le département, entre le syndicat mixte, le département de l'Isère, la région, les territoires voisins, pour avoir des chiffres qui permettent d'objectiver ce qui se passe comme transition dans le territoire. Et les chiffres, ils sont assez saillants, les derniers qui viennent de nous être livrés et qu'on a rendus publics. Tout le monde peut aller les lire sur le site du SMTC. Nous avons une augmentation très forte de la pratique cyclable, plus 30%
depuis 2009. Dans le cœur de la métropole, en un an, un doublement de la pratique cyclable. Nous avons aussi une augmentation des transports en commun, plus 8% depuis 2014. Nous avons une augmentation de l'usage de métro-vélo, plus 12% en un an. Cities, l'autopartage, plus 16% en un an. Mais des chiffres qui sont impressionnants sur les transitions qui se font dans le cœur de l'agglomération. Et simultanément, nous avons une deuxième réalité qu'il faut prendre à bras-le-corps. C'est que si les véhicules particuliers ont diminué de près de 12% depuis 2010 dans le cœur de la métropole, il y a une augmentation des navetteurs avec les territoires voisins. donc un trafic qui augmente, pour être clair, sur la cluse de Vorep en particulier, dans la combe du Grésivaudan notamment. Tout à fait. Et ça doit nous réveiller collectivement. Nous réveiller collectivement parce que l'histoire de notre territoire, c'est d'avoir investi, et il fallait le faire, très justement, sur le cœur de l'agglomération grenobloise. C'est les 40 ans d'investissement dont nous héritons collectivement et qui ont été très positifs. Aujourd'hui, il faut mettre le paquet sur le périurbain. Nous avons deux sujets qu'il faut qu'on regarde avec réalité. Comment nous arrêtons de périurbaniser notre territoire ? C'est tout l'enjeu des plans locaux d'urbanisme intercommunaux dans l'ensemble de notre territoire, du SCOT, qui doit permettre d'éviter la périurbanisation et de continuer à construire autour des infrastructures de déplacement. Et comment nous construisons une politique de mobilité qui soit à l'échelle du grand bassin de déplacement. La première action du plan de déplacement urbain que nous avons proposé, c'est celle d'aller vers une gouvernance unifiée des déplacements. D'avoir demain un syndicat de mobilité qui permette d'organiser les mobilités à l'échelle du bassin de déplacement et pas seulement à l'échelle de la métropole. Donc concrètement, les communautés de communes urbaines, intercommunales vont devoir s'entendre avec la métropole, le Pays Voironnais et le Grésivaudan. C'est ça l'objectif. Vous le savez, le Grésivaudan a déjà délibéré et fait part de sa volonté d'aller vers une autorité organisatrice des mobilités uniques. Le syndicat mixte a fait part de sa disponibilité pour pouvoir envisager une nouvelle histoire ensemble. Et cette nouvelle histoire, elle est importante. Vous avez raison de ne rien dire du Voironnais parce que c'est plus compliqué. Hein. Mais le Voironnais est le bienvenu. On travaille depuis 2014. Non, mais est-ce qu'ils sont partants ? Ils sont les bienvenus, d'accord, mais est-ce qu'ils sont partants ? Moi, je continuerai à avoir une méthode. Celle de travailler sur le fond, sur les projets. Parce que c'est celle qui permet que les territoires convergent dans le diagnostic, convergent dans les solutions et se mettent ensemble pour réaliser les solutions. Avec le Voironnais, comme avec le Grésivaudan, nous avons, et c'est historique, écrit pour la première fois une stratégie ferroviaire ensemble. Pour la première fois, notre territoire partage une stratégie ferroviaire de façon unanime, avec une seule voix. Nous avons engagé le Pass Mobilité avec le Voironnais, avec le Grésivaudan, avec le département. Donc c'est ce titre unique pour voyager sur les trois entités. Je continuerai toujours à travailler sur les éléments de fond parce que je pense que nos concitoyens ils attendent des solutions et que quand nous travaillons sur les solutions, nous voyons très bien, très vite, qu'en travaillant ensemble, nous irons plus vite. Soyons concrets, Yann Mangaburu. Vous avez notamment promis un RER, je le disais en introduction, un RER, alors plus que grenoblois, visiblement, régional d'ici 2030. Ce n'est pas une promesse, c'est une nécessité. On parlait tout à l'heure de tous les navetteurs. Il faut que nous offrions à tous ceux qui vivent dans le périurbain des solutions de mobilité. Il faut prendre à bras le corps la question des mobilités du périurbain ou des mobilités d'échange du grand bassin. Et il y a deux enjeux majeurs pour ce faire. L'enjeu du ferroviaire, parce que nous avons la chance d'être dans un territoire où nos urbanités sont organisées autour des infrastructures ferroviaires. Nous avons la malchance dans notre territoire d'avoir un service ferroviaire qui n'est pas à la hauteur de nos besoins. Et ce que nous avons travaillé communément, le plan de déplacement urbain, c'est le résultat de 2 ans de travaux, y compris avec la région, l'État, le Voironnais, le Grésivaudan. C'est une stratégie ferroviaire qui doit nous permettre d'avoir d'ici 2030 un RER à la grenobloise. Donc il va d'où? Alors, il faut être clair, de Rives jusqu'à Grenoble. C'est d'avoir de Rives à Brignoud un train cadencé toutes les 15 minutes aux heures de pointe. C'est d'avoir de Grenoble à Clair un train cadencé toutes les 30 minutes en heure de pointe. Ça nécessite des investissements majeurs, évidemment. Notamment vers Clair. Et il faut les réaliser. Et il faut que nous travaillions conjointement. Et depuis que nous avons arrêté le plan de déplacement urbain, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu un avis favorable sans réserve au plan de déplacement urbain, a ouvert la discussion avec nous sur la façon de réaliser ces investissements. Nous avons eu un premier comité de pilotage sur l'étoile grenobloise pour
programmer ces investissements qui sont nécessaires. Nous avons eu un deuxième comité de pilotage sur l'étoile de Veynes. Laurent Wauquiez, sur cette question de Grenoble-Gap, nous a dit bon, la métropole grenobloise, elle ne met pas encore suffisamment d'argent sur la table. Est-ce que vous êtes prêt à rallonger un peu le budget? Évidemment que nous serons prêts à mettre les moyens qui sont nécessaires. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui se battent pour cette nous Grenoble-Gap. continuons à travailler. Et encore une fois, nous avons eu un comité de pilotage aux côtés de la région Auvergne-Rhône-Alpes et d'autres acteurs pour indiquer comment nous pouvions non seulement identifier les travaux nécessaires de la façon la plus juste en fonction du service dont on a besoin. Et nous avons besoin de services très renforcés dans le périurbain, c'est le RER à la Grenobloise, et nous avons besoin de maintenir les liaisons de longue distance. C'est l'accès à Genève, c'est l'accès à l'aéroport de Lyon comme à Paris, c'est l'accès à Gap et à Marseille, parce que la liaison entre la métropole de Grenoble et la métropole de Marseille doit être maintenue et renforcée. Beaucoup de choses à évoquer dans ce plan de déplacement urbain. C'est 300 pages, 79 propositions, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Vous le disiez, un titre de transport unique pour voyager sur les réseaux de la région grenobloise. Il n'est pas encore tout à fait au point, ce titre unique. Il n'est pas encore tout à fait au point, vous avez bien remarqué. 2020, c'est ça ? Notre ambition, ce n'est pas de s'arrêter à un titre de transport unique des réseaux de transport en commun. Notre ambition, celle que nous avons posée, et sur lesquels nous avons engagé les travaux pour qu'ils puissent devenir réalité en 2020, c'est d'avoir un titre où toutes les mobilités puissent converger. Nous ne sommes plus dans les années 70 où il y a les partisans de la voiture, les partisans des transports publics qui s'opposeraient. Soyons concrets, ça veut dire qu'avec un titre unique, je peux prendre le train, le tram et louer un vélo. C'est ça ? Et le vélo, et l'autopartage, et la preuve de covoiturage, et le parking, pour qu'on puisse avoir une tarification qui permette d'inciter, d'accompagner chacun dans les pratiques les plus vertueuses de mobilité, qu'on puisse passer de l'un à l'autre assez facilement avec un compte qui soit unifié, et que ça puisse dépasser les limites administratives qu'on peut connaître aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, on travaille avec le Voironnais, le Grésivaudan, le département et la région pour ce faire. On a déjà fait un premier pas. Aujourd'hui, la carte TAG permet de voyager sur le réseau ferroviaire dans le ressort territorial du syndicat mixte des transports en commun. C'est unique en France. Ce n'est qu'un premier pas. L'échéance, c'est 2020. L'échéance, c'est 2020. On la tient toujours dans 1 an et demi. L'échéance, c'est que d'ici fin 2020, tout le monde puisse avoir une carte pour pouvoir utiliser tous les modes de déplacement des transports publics, du vélo, de l'autopartage, du covoiturage, du stationnement, et qu'on ait un compte unifié des mobilités. Allez, dans ce plan de déplacement urbain, il y a aussi un meilleur maillage de toutes les lignes de tramway et la mise en place, la mise en service même de ce fameux câble entre Saint-Martin-le-Vinoux et Fontaine. Le meilleur maillage des trams d'abord. Alors, en investissement en ligne, pas grand-chose finalement. On va finir la ligne A vers Pont-de-Clé, mais il n'y a pas grand-chose. L'Association de développement des transports en commun dit bon, ce PDU, il est pas mal, c'est un bon diagnostic, de bonnes orientations, mais il oublie un élément essentiel, le tramway. Et pourtant, il y a plusieurs investissements majeurs qui sont programmés, y compris sur le tramway. Excusez du peu, ce qu'on appelle maillage du réseau de tramway, c'est 60 millions d'euros d'investissement. Pour reprendre l'ensemble de nos infrastructures de tramway dans l'agglomération grenobloise, qui vont permettre très concrètement, pour prendre une illustration, que demain, on puisse, depuis Saint-Martin-d'Air, prendre le tramway et accéder au centre-ville de Grenoble. C'est en retravaillant totalement nos infrastructures, mais dans la réalité des déplacements de nos concitoyens, c'est une nouvelle ligne de tramway. Ça veut dire qu'on refait des maillages, en fait, c'est ça, entre les lignes existantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liaison tramway de Saint-Martin-d'Air jusqu'au centre-ville de Grenoble. En 2023, il y aura une liaison de tramway de Saint-Martin-d'Air au centre-ville de Grenoble, à Fontaine. Une autre illustration du maillage de tramway, c'est qu'on puisse, depuis le sud de l'agglomération grenobloise, accéder directement au campus universitaire et à l'université. C'est une nouvelle ligne de tramway. Donc, en 2023, nous aurons 8 lignes parce que nous aurons retravaillé toutes nos infrastructures pour que, sans correspondance, nos concitoyens puissent aller plus directement de leur origine à leur destination. Donc le tramway n'est pas oublié, j'entends bien. Deuxième élément sur le tramway, nous avons inscrit dans le plan de déplacement urbain la réalisation du tram-train vers Visil ou de la prolongation du tramway jusqu'au sud de Pont-de-Clé. Pourquoi ? Parce que là aussi, nous héritons d'investissements majeurs sur le cœur de la métropole grenobloise.
Là où nous avons des populations qui ne possèdent pas de voiture et qui n'ont pas les bons services de mobilité, c'est vers nos territoires voisins, je l'ai dit à l'égard du RER métropolitain, c'est dans le grand sud de la métropole grenobloise. Un mot, à Visil, 25% des foyers ne possèdent pas de voiture. C'est quasiment autant qu'à Grenoble. Il faut que nous puissions apporter à ces populations un service de mobilité qui permette de garantir la liberté de déplacement. C'est un des grands axes de ce PDU, c'est le renforcement des transports, et notamment des transports en commun, vers ce que vous appelez le Grand Sud. Donc Visil notamment. Visil notamment parce qu'il y a une réalité sociale qu'il faut regarder dans l'agglomération. Aujourd'hui, dans l'ensemble de notre territoire, 25% des foyers ne possèdent pas de véhicule. Une famille sur 4 ne possède pas de véhicule. Et à titre d'illustration, pour que chacun mesure, à Grenoble, le quartier où il y a le plus de voitures possédées, c'est Championnet. Le quartier où il y a le moins de voitures possédées, c'est Mistral. Tout le monde peut mesurer la question sociale qu'il y a derrière. La liberté de déplacement, c'est d'apporter un cocktail de solutions qui permettent à tous, quels que soient ses moyens, de se déplacer. Bon, c'est pour ça finalement qu'il n'y a pas de tram vers Mélan en fait. Tout le monde a une voiture à Mélan, donc il n'y aura pas de tram vers Mélan. Et vers Mélan, un vrai sujet, parce que pour le coup, c'est une liaison avec le Grésivaudan derrière qui se pose. Et nous avons inscrit au plan de déplacement urbain, là aussi, la réalisation d'ici 2023. Les études sont avancées. La concertation aura lieu même en 2019 et en 2020 sur un bus à haut niveau de service qui permette d'aller de la gare de Grenoble jusqu'à Montbonneau près de l'eau. Le partenariat avec le Grésivaudan est d'ores et déjà finalisé pour qu'on puisse mettre en œuvre un bus à haut niveau de service. Le bus à haut niveau de service, c'est quoi ? C'est du tramway sur pneus, qui nous permettent de pouvoir faire plus vite les investissements. Sur une voie spécialisée. Avec une voie spécialisée qui permet d'avoir une haute fréquence, une haute amplitude horaire, tous les services qui sont associés, de façon à ce que depuis le Grésivaudan, jusque dans le Grésivaudan, on puisse accéder au réseau majeur. Je me souviens que ce bus à haut niveau de service, il était déjà d'actualité lors des dernières élections municipales en 2014. On est en 2018, on connaît toujours rien des échéances et rien du tracé. Les échéances, elles sont indiquées et notées. Donc on monte dedans quand ? 2023, ce bus à haut niveau de service sera livré en service, en même temps que le maillage du réseau de tramway. Pourquoi ? Parce que c'est la façon de redessiner toutes les liaisons de déplacement dans le grand bassin de notre territoire. Sur quel tracé ? Et nous travaillons d'ores et déjà avec toutes les communes concernées, la commune de Grenoble, la commune de La Tronche, la commune de Mélan, la commune de Montbonneau, pour avoir des options de tracé qui nous permettent de mettre à étude et à concertation publique les éléments avant même l'année 2020. Bon, au total, près de 80 actions, je le disais, 7 grands objectifs pour ce plan de déplacement urbain sur lequel chacun peut s'exprimer. Fin de l'enquête publique, rappelez-moi la date, 26 octobre. 26 octobre. Voilà, je l'ai retrouvé. Ceux qui le critiquent, ce PDU, disent finalement c'est un catalogue de bonnes intentions. C'est bien ce qu'il y a dedans, mais rien n'est engageant sur les échéances. Encore une fois, un plan de déplacement urbain, c'est pas juste de la planification. On ne se fait pas juste plaisir à dire on rêve de comment seront nos déplacements. Un plan de déplacement urbain, et puis j'invite tous nos auditeurs à s'en emparer pour nous dire où il faut aller plus loin. Un plan de déplacement urbain, c'est une programmation. Chacune des 79 actions du plan de déplacement urbain engage un maître d'ouvrage qui va porter l'action. Parfois, c'est le syndicat mixte. Parfois, c'est la métropole, parfois, c'est l'État, parfois, c'est un opérateur privé qui porte l'action. Les chambres consulaires ont âprement participé à nos travaux. C'est l'organisation de tous les acteurs qui interviennent sur les mobilités. Donc, sur chacune des actions, il est indiqué qui porte l'action, combien est investi sur cette action, comment elle est financée et d'ici quand elle doit être réalisée. Nous sommes engagés à plus encore. C'est que chaque année, il puisse y avoir une évaluation du niveau d'avancement du plan de déplacement urbain. Il ne s'agit pas seulement de se dire d'ici 2030 on aura fait tout ça, il s'agit que chaque année on puisse vérifier qu'on est au rythme de ce que nous avions prévu. Yann Mongaburu, vous avez été élu en 2014 à la mairie de Grenoble. Vous êtes un militant écologiste depuis longtemps, de la première heure, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui restera finalement de ce mandat écologiste à la ville de Grenoble ? Pour faire clair, est-ce que vous ne regretterez pas de ne pas avoir réussi à obtenir la gratuité des transports en commun ? Ça aurait été un vrai marqueur fort du mandat.
Vous savez que beaucoup d'associations se battent pour cette gratuité. Dunkerque l'a fait récemment. J'entends et je vous répondrai puisque j'ai pris un engagement, c'était en juin, devant le collectif pour la gratuité. J'ai pris un engagement devant le collectif pour la gratuité qui est que nous faisions les études pour travailler sur la gratuité. Il y a un chemin qui a déjà été parcouru depuis 2014, sur au moins 2 éléments saillants. Nous avons élargi la tarification solidaire et nous avons gelé les tarifs de la tarification solidaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 28% des abonnés du réseau de transport en commun bénéficient d'une tarification qui est adaptée à leurs ressources. Il faut demain aller encore plus loin. Sur le vélo, quand nous sommes arrivés, il n'y avait aucune tarification solidaire et certains croyaient que le vélo était réservé aux bobos ou aux jeunes. Nous avons créé une tarification solidaire là aussi au quotient familial. Depuis, près de 20% des abonnés de Métro Vélo sont un public qui bénéficie d'une tarification solidaire pour prendre en compte les revenus. Mais personne effectivement, peut critiquer la tarification solidaire. La question, c'est de savoir, est-ce que pour faire venir les gens qui ne viennent pas dans les transports en commun, la gratuité ne serait pas le meilleur argument? Et donc, nous avons des études qui sont en cours, que nous avons engagées, pour pouvoir travailler sur comment peut être financée une gratuité, qu'elle soit partielle, comme le dit le collectif, ou totale. Avec un modèle. La gratuité, soit elle s'applique à tous, soit elle est fonction de la situation des publics. Ces études, elles sont en cours et elles mèneront à des débats publics qui auront lieu, j'en ai pris l'engagement, et ce sera le cas en 2019 que le collectif puisse choisir quel est le modèle économique et le modèle de justice sociale que nous donnons aux mobilités, avec tous les scénarios sur la table, y compris sur la façon de les réaliser. On la voit mal se mettre en place quand même d'ici la fin de ce mandat, et elle n'apparaît pas dans le plan de déplacement urbain. Dans le plan de déplacement urbain, il y a une contribution des collectivités, une contribution des entreprises, une contribution en termes de subventions, une contribution de la part des usagers. Nous avons par ailleurs le questionnement sur comment cette contribution elle doit être juste. Et c'est un vrai débat de société qui est légitime. Et l'expérience de Dunkerque est intéressante, est très intéressante, et nos amis de Dunkerque viendront nous rendre visite prochainement. Pour qu'on puisse regarder comment ça se fait, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quel est le modèle économique. Vous savez que nous avons déjà délibéré au syndicat mixte des transports en commun à l'unanimité pour demander que le gouvernement nous permette de déplafonner le versement de transport. Aujourd'hui, la première ressource du syndicat mixte des transports en commun, c'est une cotisation payée par les entreprises. Payée par les entreprises et par les salariés sur leur fiche de paie, et qui vient financer la politique de mobilité. Cette contribution, la loi interdit qu'elle aille au-delà de 2%. L'Île-de-France a obtenu une autorisation de pouvoir aller jusqu'à 2,7%, que la présidente actuelle de l'Île-de-France a mis en œuvre. Nous revendiquons le même droit que l'Île-de-France. Ça permettrait de mettre en place la gratuité. Le débat, il existera. Comment doit-on commencer par augmenter les investissements? Doit-on commencer par diminuer la contribution des usagers? Ce débat, il est noble et la vérité est sûrement entre les deux. Allez, on avance un petit peu avec un sujet qui nécessite des explications, cette fameuse zone à circulation restreinte. Vous l'avez défendue à la métro cette semaine, au comité syndical du SMTC également. Cette zone, elle concerne en fait les véhicules diesel de transport de marchandises, les véhicules utilitaires légers et les poids lourds. En avril prochain, ces véhicules portant la vignette 5 seront interdits sur cette fameuse zone à circulation restreinte. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Derrière ce terme de zone à circulation restreinte ou de zone à faible émission, parce qu'il faut appeler les choses par leurs mots. L'objectif, il n'est pas de restreindre la circulation. Et donc nous avons revendiqué depuis 2 ans auprès du gouvernement, et je crois savoir que nous en avons eu quelques échos, qu'il fallait appeler les choses pour ce qu'elles sont. Zone à faible émission. Donc on positive le nom, déjà c'est quelque chose. Zone à faible émission parce qu'il s'agit de dire ce que c'est. C'est une zone dans laquelle les véhicules à faible émission pourront circuler librement. C'est quoi derrière ce sujet-là? C'est l'organisation, la planification, l'accompagnement de la sortie du diesel.
La France a fait une erreur. Et ce n'est pas nos concitoyens qui l'ont faite, cette erreur. Ce n'est pas les professionnels non plus. La France a fait une erreur, c'est que nous savons depuis les années 90 que le diesel est morbide, cancérigène, reconnu comme tel par l'Organisation mondiale de la santé. Nous savons aujourd'hui que le diesel, dans notre territoire comme dans tous les territoires, est responsable de la majorité des émissions du dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote, c'est ce poison que nous ingérons dans nos poumons. C'est celui qui, pendant les crises caniculaires, a provoqué la moitié des décès des crises caniculaires. C'est celui qui augmente les effets de serre. C'est celui qui atteint les plus vulnérables d'entre nous, je pense en premier aux enfants et aux aînés. On a bien compris le message sanitaire. La question aujourd'hui, c'est d'organiser tout l'écosystème qui permette de se libérer du diesel pour aller vers le GNV, l'électrique et l'hydrogène. Nous avons toutes les connaissances scientifiques du danger du diesel, nous avons toutes les connaissances technologiques pour pouvoir passer à des motorisations plus responsables. Cette zone, elle vise à ce que progressivement, on parle en l'occurrence des poids lourds et des véhicules utilitaires, progressivement, on puisse augmenter l'exigence sanitaire à l'égard des véhicules. À côté de ça, il faut organiser toutes les mesures d'accompagnement nécessaires. La fiscalité, quand on a posé la question sur la table en 2015, le diesel était subventionné par l'État et l'électrique, le gaz et l'hydrogène étaient pénalisés fiscalement. On a réussi à convaincre d'inverser la chose fiscalement. Les infrastructures, nous connaissons 10 000 stations-service en France du fossile. Il nous faut imaginer comment nous installons 10 000 stations-service de l'électrique et du GNV. Non, mais en attendant, on interdit? Non. En attendant, on fait les choses progressivement. Progressivement parce qu'il faut dire quel est le cap long, 2025, la sortie du diesel, pour que chacun puisse programmer ses investissements. Mais il y aura une étape en 2019 qui concerne les poids lourds et les véhicules utilitaires qui ont un certificat 5. Il y aura une étape suivante en 2020, elle est déjà posée, on l'indique. Pour les vignettes 4. Pour les certificats 4. Et puis après les 2, les 3, les 2. Bon. Pour que la progressivité se fasse, en 2019, c'est à peu près 3% des véhicules qui sont concernés. L'année suivante, ce sera un peu plus. Chacun peut, en conséquence, organiser ses investissements pour. Bon, j'ai bien compris le principe. Et nous allons plus loin, si vous permettez. Nous allons jusqu'à l'aide à l'achat. Nous avons convaincu l'État de créer une prime à la conversion. Alors combien? Je veux changer ma camionnette diesel vieille et polluante, combien j'ai d'aide? Vous avez des aides pour que vous puissiez choisir entre le GNV électrique. Nous avons fait tout le nécessaire pour qu'entre les aides d'État, la prime à la conversion, et les aides locales, l'addition des deux fasse que l'achat du véhicule GNV ou électrique ne vous coûte neuf ou d'occasion. Neuf ou d'occasion, très bien. À l'achat ou en location, Ouais. Ne soit le plus large possible, ne vous coûte pas plus cher qu'un véhicule diesel. À l'achat. Donc vous prenez en compte la différence. La différence de coût à l'achat est prise en charge par l'État et la collectivité locale. Sachant que le GNV, l'électrique, c'est moins vrai pour l'hydrogène, qui n'a pas la même maturité encore, le GNV et l'électrique sont d'ores et déjà, à l'usage, moins coûteux que le diesel. On a demandé en investissement, ce n'est pas le cas. Hein, pas en investissement, et c'est pour ça que sur l'investissement, on vient vous prenez en charge la différence, j'ai bien compris. En charge. À l'usage, on a demandé à Grenoble École Management, quand on a commencé les travaux, de nous faire l'étude du modèle économique de la chose. Grenoble École Management est allé voir ceux qui ont déjà fait le choix. Ils ont estimé que c'est 12 millions d'euros de pouvoir d'achat rendus aux entreprises et aux familles si nous nous libérons du diesel. À quelle échelle? Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire. On peut rendre 12 millions d'euros de pouvoir d'achat parce que les carburants du futur sont plus intéressants sur le plan sanitaire, tout le monde en convient, plus intéressants sur le plan économique que les carburants du passé. Allez, j'ai bien compris cette zone à circulation restreinte ou zone à faible émission. On a compris que c'était deux noms différents mais pour évoquer la même chose. On précise qu'elle concerne une dizaine de communes de la métropole pour l'instant. On parle là des véhicules utilitaires, des poids lourds de livraison, pour faire simple. À terme, l'objectif, c'est de chasser tous les véhicules diesel, on est d'accord ?
Et c'est quoi ce D'abord, terme? vous l'avez dit, nous avons voté là et rendu un avis favorable, que ce soit au syndicat mixte, que ce soit à la métropole, sur les 10 communes qui se sont saisies et qui ont souhaité mettre en place ces zones à faible émission. Nous avons parallèlement, dans la même délibération, voté le souhait de pouvoir élargir cette zone à l'ensemble du territoire de la métropole en respectant la volonté des maires. Donc tous les maires qui voudront rentrer dans la zone pourront rentrer dans la zone et nous espérons pouvoir l'élargir au plus tard en 2020, voire en 2019 si nous arrivons à faire sauter les verrous réglementaires avec l'État qui aujourd'hui nous donne trop de procédures pour ce faire. La même question effectivement se posera à l'égard des véhicules de particuliers. C'est évidemment la question suivante, parce que le véhicule de particulier, il a aussi une responsabilité. On a commencé par les poids lourds et les véhicules utilitaires, d'abord parce qu'ils représentent la majorité des émissions de dioxyde d'azote. Pour tous les véhicules diesel, quelle échéance? Pour l'ensemble des véhicules diesel, le plan de déplacement urbain le dit en 2030. On est en train de commencer les études sur la zone à faible émission concernant les véhicules de particuliers, pour pouvoir mesurer comment il faut pouvoir accompagner les publics, sans attendre les études. Le syndicat mixte, en partenariat avec l'ADEME, a engagé des mesures d'accompagnement pour tous les particuliers qui ont des vieux véhicules. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec l'ADEME, intitulé « Je plaque ma caisse », qui permet à ceux qui sont les particuliers, qui sont possesseurs d'un vieux véhicule, d'avoir un accompagnement individualisé. Soit pour réduire l'usage de leur véhicule, soit pour trouver d'autres solutions dans le cocktail de mobilité qui existe, soit pour pouvoir les accompagner vers la transition vers d'autres véhicules. Sans restriction de ressources? Sans restriction de ressources. La seule exigence pour pouvoir être accompagné par le syndicat mixte, c'est une inscription, chacun peut la faire, jeplaquemacaisse.com, pour tous les particuliers qui habitent dans la métropole grenobloise et qui possèdent un véhicule très ancien, sans certificat ou à certificat 4 ou 5. Allez, sur cette zone à circulation restreinte, vous avez entendu cette semaine la colère du maire de Fontaine qui estime que Fontaine n'est pas dans cette zone et du coup va être une voie de contournement pour tous ces véhicules utilitaires. J'ai entendu les mots de Jean-Paul. Jean-Paul Trovero. J'ai entendu aussi les mots d'autres maires qui s'inquiètent, et j'entends l'inquiétude. Je veux doublement les rassurer. En premier lieu, parce que l'étape que nous avons posée là, celle de 2019, dans l'évaluation qu'en a fait l'autorité de surveillance de qualité de l'air, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a accompagnés et qui a évalué les effets environnementaux de cette zone. L'évaluation nous indique que toutes les métropoles, toutes les communes, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, toutes les communes de la métropole grenobloise vont bénéficier de la zone à faible émission. Et même plus largement, toute la région grenobloise du grand bassin de déplacement va bénéficier de cette zone à faible émission. Non mais ça, c'est pas la réticence du maire de Fontaine. Lui, il dit qu'il va y avoir un report de trafic sur ma commune. Pourquoi et comment? Parce que 76% du transport de marchandises, au vu du nombre de communes qui se sont engagées, 76% du transport de marchandises est concerné par la réglementation. Et donc, il y a un effet vertueux sur toute la filière de transition énergétique. L'air n'a pas de frontière communale. Et donc, toutes les émissions émises en moins à Saint-Égrève bénéficient aussi à l'habitant de Fontaine. Le deuxième élément sur lequel je veux rassurer le maire de Fontaine, c'est le vote qu'on a fait hier au comité syndical, aujourd'hui à la métropole grenobloise. Nous nous sommes engagés à élargir la zone à tout le territoire, sous réserve que les maires nous fassent part de leur volonté d'en être. À quelle échéance? Si le maire de Fontaine demain veut rejoindre la 2020 ZCR, il peut le faire. Au plus tard, je dis bien au plus tard. Donc il peut le faire avant. 2019, si nous arrivons à faire sauter tous les verrous réglementaires auprès de l'État. Allez, on avance. Un mot sur les axes chrono-vélo, avec en ce moment des travaux importants sur la ligne Grenoble-Latronche-Mélan. C'est ce qu'on a appelé les fameuses autoroutes à vélo. Hein. On en est où? Les chrono-vélos, puisqu'on les a baptisés depuis. Ils s'appellent comme ça maintenant. Mais... Chrono-vélo, parce que là aussi, ça dit les choses telles qu'elles sont. Ce sont des pistes cyclables sur lesquelles on peut faire de la longue distance
et avoir un niveau de service qui soit de haut niveau. De la même chose que sur les chronobus. Et on a rebaptisé les bus chronobus. Ces 40 km de pistes cyclables qui doivent permettre de relier là aussi les communes entre elles. Il s'agit d'agir à la fois sur le réseau secondaire. On met 5 millions d'euros sur tout le maillage du réseau secondaire, notamment dans les territoires qui ne bénéficiaient pas de bandes pistes cyclables. Je pense là aussi au grand sud de la métropole grenobloise. Mais on met par ailleurs 10 millions d'euros sur ces liaisons de longue distance. Il y en a une qui a fait âprement débat. Les travaux ont commencé, tout le monde peut le constater. Au cœur de Grenoble. Sur le boulevard Agut-Ressambalioté, où les travaux sont là désormais en cours. Après 2 ans pour refaire tous les travaux de chauffage urbain, d'assainissement dans le sous-sol, nous pouvons entamer cette fois-ci les travaux en surface qui vont faire les 2 voies bus et la voie chrono-vélo. Nous avons entamé aussi les travaux depuis cet été pour toute la portion qui ira de Mélan jusqu'à Grenoble, de Grenoble jusqu'à Saint-Égrève. Les travaux sont en cours et certaines portions ont déjà été livrées. La suivante qui sera entamée en termes de travaux, puisqu'on a déjà fait les réunions publiques de concertation, c'est celle qui nous permettra de faire la liaison de Grenoble jusqu'à Échirolles et Pont-de-Clé vers le sud grenoblois. Monsieur le Président, vous me voyez venir, je rebrandis de nouvelle fois l'association de déplacement des transports en commun, qui est une association, on ne peut pas dire qu'elle soit hostile à votre équipe en place. Elle dit, bon, bah, c'est bien tout ça, mais il manque encore 35 km. Ils ont raison, je ne vais pas dire... Ils disent 36 même. La DTC, c'est une association d'utilité publique qui, depuis 40 ans, travaille dans le territoire. Et vous ne faites pas assez, elle le dit, c'est pas assez rapide. C'est pas assez vite. Et je suis le premier à souhaiter que nous puissions, sur chacun de ces sujets, accélérer. Je veux le dire, nous avons eu une phase, en 2014-2015, de concertation fouillée pour imaginer qu'est-ce qu'était ce qu'à l'époque nous avions questionné comme autoroute à vélo. Où il fallait pouvoir les faire. À partir de ce qu'ont posé les citoyens, qui nous ont dit ce qu'ils souhaitaient, on a travaillé pendant 1 an sur est-ce que ce que souhaitait le comité, le panel citoyen tiré au sort, est-ce que ce qu'ils souhaitaient était réalisable. C'était la première phase. Une fois que nous savions ce qui était réalisable, nous avons pris le temps de discuter avec les maires, avec les riverains. Et nous rentrons désormais en phase de réalisation. Et les premiers coups de pioche donnés à Mélan, à La Tronche et à Grenoble sont les premiers. Il y en aura d'autres dans tous les axes des chronovélos. Monsieur le vice-président de la métropole, monsieur le président du SMTC, votre mandat s'arrête dans 1 an et demi. Il en faudra un deuxième derrière pour voir aboutir ces projets. C'est évident. Mais heureusement qu'on ne conçoit pas les politiques publiques en s'arrêtant sur des échéances électorales. En tout cas, pas chez moi. Donc vous êtes parti pour 2020. Et les chronovélos, elles ont commencé à se déployer, elles continueront à se déployer jusqu'en 2021. Et fin 2021, l'ensemble des 40 km de pistes cyclables sera réalisé. Et nous aurons d'autres étapes sur le stationnement pour les vélos. Parce que si on veut agir contre le vol des vélos, il faut qu'on ait le marquage qu'on a mis en place. Il faut qu'on ait tous les stationnements de vélos sécurisés. C'est vrai dans le résidentiel. C'est vrai dans l'espace public. C'est vrai dans des stationnements où, comme les voitures bénéficient de stationnements sécurisés, les vélos doivent pouvoir bénéficier de stationnements sécurisés. Bon, ce que je veux dire, effectivement, c'est que ce plan de déplacement urbain et tous ces projets, finalement, pour qu'ils aboutissent, pour qu'ils tiennent, encore faut-il que les majorités soient les mêmes en 2020, après les élections municipales. Moi, j'ai une grande confiance. C'est que pour la première fois, c'est historique dans notre territoire. Le plan de déplacement urbain, il a été adopté à l'unanimité. Nous avons travaillé pendant 2 ans avec toutes les sensibilités politiques qui étaient représentées pour tenir la plume du plan de déplacement urbain. Et au moment où il a fallu dire est-ce que nous étions d'accord ou pas d'accord, il a été adopté à l'unanimité. Je crois que les grandes transitions de notre territoire, elles dépassent largement les étiquettes politiques, elles dépassent largement les frontières communales, elles dépassent largement même les frontières administratives de notre métropole et du syndicat mixte. J'aimerais vous poser une dernière question liée à l'actualité. Vous avez entendu cette semaine cette information, une décision de la SNCF qui ne va pas arranger l'enclavement de Grenoble. À partir du 9 décembre prochain, un aller-retour TGV quotidien Grenoble-Paris sera supprimé. Le 7h16 dans un sens et le 6h41 dans l'autre sens. La SNCF promet en échange d'augmenter les capacités des autres liaisons.
Alors sur cette décision assez contestable, disons-le, j'ai reçu les réactions indignées des députés En Marche, Olivier Véran et Émilie Chalas. J'ai rien reçu du président du SMTC. J'ai pas pour habitude de m'indigner par presse interposée. J'ai pour habitude de travailler pour que les éléments puissent changer. Donc, il faut que ça change sur Et cette s'il y a question-là. bien un sujet sur lequel ça doit changer, c'est sur le ferroviaire. Nous avons un exploitant, la SNCF, qui a toute son historicité. Il y a 2 autorités de tutelle et je continuerai, pour ma part, à m'adresser aux 2 autorités de tutelle. En l'occurrence, sur le TGV, il y en a une, c'est l'État. Et je continuerai à travailler avec l'État pour que notre territoire puisse bénéficier de l'accessibilité ferroviaire à laquelle il a le droit. Sur ce TGV supprimé, Et vous avez écrit particulièrement déjà sur à la celui-ci. ministre des Transports. Mais vous savez, moi, j'ai l'occasion d'échanger avec le ministère des Transports assez régulièrement pour ne pas avoir besoin de passer par la presse interposée. Vous la voyez lundi. Bien sûr. Lundi prochain, avec le ministre de la Transition écologique, vous allez les sensibiliser sur cette question-là. Sur celui-là, comme sur plein d'autres, nous l'avons fait sur le plan vélo, nous le faisons sur le ferroviaire, nous l'avons fait sur les zones à faible émission, nous le ferons aussi sur le covoiturage. Nous avons déjà écrit pour obtenir la possibilité de créer des voies dédiées covoiturage dès 2019 dans notre territoire. Là aussi, quand nous avons mis le sujet sur la table, tout le monde nous disait c'est pas possible. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à 2 doigts d'y parvenir. Ça, la loi LOM, la loi d'orientation sur les mobilités, vous a en partie entendu sur cette question-là? Je garderai un peu de temps pour voir quelle est la couleur du projet de loi LOM quand il arrivera devant les Il n'a parlementaires. pas encore été présenté en Conseil des ministres. Mais vous savez très bien effectivement que depuis 1 an, avec bien d'autres, je fais partie de ceux qui contribuent pour que ce projet de loi d'orientation des mobilités il soit à la hauteur de la révolution des mobilités à laquelle la ministre elle-même nous appelle. Elle a un diagnostic qui est très juste sur la priorité à mettre sur les transports du quotidien, sur la révolution qu'il y a à faire sur la transition énergétique, sur le numérique, sur les déplacements de courte distance. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le diagnostic, il s'agit que l'État donne tous les outils pour qu'on puisse faire la révolution des mobilités le plus rapidement possible. La révolution des mobilités. Yann Mongaburu, merci beaucoup d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet, sur les réseaux sociaux pour le bonus, le supplément du Récap Info avec le président du SMTC et la semaine prochaine avec un nouvel invité.